Dernier segment de l'épisode avec un troisième costume ce soir pour Éloi. Non, Absolument. ok. On va pour le tour du chapeau. Donc, on a ici la Frige olympique, la mascotte des Jeux olympiques de Paris 2024. Un gros merci pour l'explication. Alors, segment vert et rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Julien, il se peut plus. Donc, commençons par le Canadien, comme à l'habitude. Tu as parlé un peu de Monahan. Tantôt, Julien, je trouvais ça intéressant. Ça faisait une belle transition vers ce sujet-là. Sean Monahan terminera la saison au premier ou deuxième rang des pointeurs chez le Canadien. Frige olympique. Écoute, c'est difficile à dire. Je vais aller avec non. C'est sûr que c'est dur à dire quand ta bouche, elle bouge pas. Non, mais c'est juste une illusion d'optique, mais en réalité, ma bouche bouge. Donc, pour de vrai, je vais aller avec non. Je pense que ça va ralentir un petit peu Rouge. de son côté. Puis j'ai l'impression que la santé, donc oui, rouge comme la couleur de ma peau. Donc c'est ça. Je pense que dans le cas de Monahan, ça va ralentir un peu. Puis honnêtement, est-ce que je pense qu'il va jouer 82 matchs? La question se pose. Je ne veux pas être trop pessimiste par rapport à ça, mais je pense qu'il y a encore des preuves à faire de ce côté-là. Julien? Rouge. Je pense que ça va être Suzuki Caulfield. En tout cas, il faut que ça soit eux autres. Là. Bon, ça a l'air qu'ils gagnent. Puis, ouais, non, je pense que. Puis, tu sais, Monahan, ben, encore, c'est encore dur à dire parce que Monahan, ça se peut qu'il joue dans le premier trio dans pas long. Mais non, je pense qu'il va quand même finir troisième. Donc, c'est moi ma prédiction. Là. Guillaume? Ben, je peux-tu répéter la question parce que toute l'affaire des lois me comme. Sean Monahan terminera la saison au premier ou deuxième rang des pointeurs chez le Canadien. OK. Rouge, oui, effectivement. Les deux sont trop en. Suzuki et Caulfield sont trop en symbiose, on pourrait dire ça comme ça. Oui, ils se complètent bien. Fait les deux, ils jouent super bien. Donc, non, je ne verrais pas comment Monahan les dépasse. Marc-Antoine? Même chose, rouge pour la somme de toutes les réponses de tout le monde, les blessures et Suzuki et Caulfield. J'y vais avec rouge également. Deuxième affirmation, les matchs à l'extérieur sont dépassés. Donc, on l'a vu, il y avait un match ce week-end, la Classique Héritage, qui était de retour et on en a entendu très peu parler. Il y a eu très peu de promotions faites de ce côté-là. Julien? Ben, il y a eu très peu de promotions parce que c'était deux équipes canadiennes. Ben, je vais dire rouge. Moi, je pense que c'est super le fun. Ça attire tant du monde. C'est des expériences uniques, des jeunes enfants qui vont avoir accès à ça une fois dans leur vie. Ils vont s'en souvenir tout le temps. C'est des super belles expériences. Pour le côté, je dirais social, souvenir, etc. Puis même aussi mercantile, parce que c'est quand même honnêtement, ça rapporte quand même des revenus. Là, c'est des grosses. Oui, ça coûte un peu plus d'argent à planifier, sauf qu'honnêtement, il y a plus de place. Là, souvent, c'est organisé dans des stades, justement, que tu peux rentrer plus de monde. Fait que, des chandails uniques en plus que tu peux vendre. En plus des chandails et tout ce qui en découle. Mais au niveau marketing, deux équipes canadiennes, c'est sûr que ça n'aura pas la même portée, disons. Guillaume? Rouge, absolument. Là, non, tu gardes ça. Je pense que on peut peut-être attribuer ça au fait que comme les deux équipes qui ont compétitionné n'ont pas les bons débuts de saison. Puis je trouve que c'était aussi un peu tôt dans la saison. Là. Peut-être que j'aurais fait ça plus en novembre. Même que je me posais la question à quel point si ça allait faire assez froid. Puis ils ont été quand même chanceux qu'un front froid ait comme passé direct au bon moment parce qu'il n'y avait même pas 2 semaines. Il y avait des canicules un peu partout. Du moins en tout cas ici. Fait que non, absolument, tu gardes ça, ça développe des marchés. Je trouve que c'est un beau produit, justement, que la NHL peut faire de différent que juste des 5 parties dans des arénas. Puis même, je me pose la question s'il ne va pas avoir un match des étoiles éventuellement qui va être à l'extérieur. Parce que là, tu verrais vraiment un autre optique à ce niveau-là. Donc, non, tu gardes, peut-être pas trop, tu en gardes des 4. Je vois qu'Éloi, il sourit, là, mais non, je pense que c'est une bonne idée. Ce que j'aime le plus dans tout ça, c'est qu'Éloi passe tout le segment à tenir. La petite mascotte droite. Merci Guillaume. Marc-Antoine? Oui, non, rouge, je le garderais moi aussi. Je pense que un peu pour les raisons que tout le monde a encore, mais aussi je déteste pas le retour au côté de la tradition peut-être, des débuts du hockey sur des glaces qui se passent à l'extérieur. Donc ça, je trouve que c'est vraiment c'est cet aspect-là, là, peut-être un peu plus traditionnel.
Ce serait mon point que j'amènerais, ouais. Vu que l'affirmation, c'est les matchs extérieurs sont dépassés, je vais répondre vert. J'ai expliqué mon point. Pour moi, c'est encore pratique. Il faut qu'il y ait ces matchs-là à l'extérieur. Mais dans le format actuel, je trouve que c'est peut-être un peu dépassé. Je reviendrai aux bases. Je ne sais pas si vous vous rappelez le classique. Je ne me trompe pas, c'était les Capitals et les Pingouins. Il y avait eu tout le documentaire du début de saison des deux équipes qui menaient vers la classique hivernale. Donc, on voyait les deux équipes dans les vestiaires. Ils ont fait une j'ai l'impression qu'il manque un peu de ça. Il y a tellement de matchs maintenant, je pense qu'il y en a 5, 6, pas plus par saison, qu'il n'y a plus d'effet spécial. À tout le moins pour le téléspectateur. C'est sûr, sur place, comme tu le disais, Julien, tantôt, ça reste spécial pour ceux qui sont au stade, mais il y en a peut-être trop. Donc, moi, je reverrais un peu le format pour peut-être réduire le nombre de matchs, mais créer plus d'engouement autour de ces rencontres-là et peut-être justement que ce soit un documentaire ou trouver une formule qui peut attirer davantage de gens. Je sais que la semaine passée ou l'autre d'avant, on avait parlé d'un forum du hockey où il y aurait plusieurs personnes qui pourraient se rencontrer, mais peut-être faire quelque chose dans le genre, le temps d'un week-end, que ça ne soit pas juste, il y a le match, les gens qui viennent au match en profitent, sinon pour le reste, ça reste un match assez standard. Je pense que la formule pourrait être revue à tout le monde. Éloi? Ouais, j'avance un peu dans le même sens que toi. Je pense qu'au début, c'était spectaculaire. En 2003, la tuque à Théo, puis tout ça, puis les premières années aussi après le lockout, c'était comme une nouveauté. Puis ça s'est peut-être un petit peu essoufflé avec les années. Il y a eu plus de matchs aussi. Tu as eu la série des stades qui est embarquée là-dedans, puis tout ça. Puis à un moment donné, quand c'est tellement de choses spéciales comme ça, ben, ça fait en sorte que ça devient moins spécial. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faudrait peut-être revoir le format aussi, mais je pense pas que c'est dépassé, non. Je pense juste que c'est ça. Il faut revoir le format pour en faire une meilleure promotion puis que les gens soient au rendez-vous parce que pour vrai, c'est spectaculaire quand ça a lieu et que tout le monde embarque. J'y vais par curiosité. Est-ce que vous savez tous qui sont les deux équipes qui s'affrontent à la classique hivernale le 1er janvier? Et je pense que c'est les Rangers, ça se peut-tu? Non, manque de promotion. C'est le Kraken et les Golden Knights. Ah, c'est vrai. Ah oui, les deux équipes d'expansion. Les deux équipes d'expansion. Au stade des Mariners. Exact. Donc, ça reste que c'est un affrontement intéressant, mais encore là, on n'en a pas vraiment parlé, puis on dirait qu'il y en a tellement de matchs hivernaux, donc on ne sait plus lesquels ont lieu quand. Donc, pour ceux qui nous écoutent seulement en audio, Éloi, la mascotte de là vient de prendre une gorgée d'eau. C'est pour sa réaction. Donc, troisième affirmation. Je préfère avoir le meilleur attaquant de la Ligue dans mon équipe que le meilleur défenseur de la Ligue. Et là, ça, c'est votre choix pour ce qui est du meilleur joueur, du meilleur attaquant et meilleur défenseur, mais je préfère avoir le meilleur attaquant que le meilleur défenseur. Guillaume. Parce que j'essaie juste de penser c'est quoi la logique de dire. J'aime mieux avoir. Ah, bonne question. Est-ce que je reviens à toi? Je dirais le rouge. Non, c'est pas vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Je dirais vert. Parce que je regarde, mettons. J'essaie de penser à un club qui a, mettons, une super bonne défensive, mais qui n'a pas une attaque très profonde. Je pense peut-être, mettons, au Prédateur de Nashville. Tu sais, tu as Roman Yossi qui est excitant à voir. Tu as Dante Farbro qui est bon. Mais tu sais, c'est quand même maigre à l'attaque. Fait non, effectivement, j'aimerais mieux avoir. Non, j'aimerais mieux avoir des attaquants, que ce soit excitants à regarder, qu'il y ait des points qui soient marqués, puis que tu fasses. Essaies de faire le mieux que tu peux avec les défenseurs et les gardiens. Marc-Antoine? Moi, je dirais vert. Moi, je pense que le meilleur défenseur, ce serait Cale Makar. Le meilleur attaquant serait Connor McDavid. Je pense que tu ne peux pas passer à côté d'un gars comme Connor McDavid. Ceci étant dit, en matière de préférence, Cale Makar serait peut-être aujourd'hui mon joueur préféré. Puis je pense pas que tu fais une erreur en ayant un Cale Makar dans ton équipe. Après ça, si on me dit voici l'équipe que tu as, qu'est-ce que tu fais? Mais là, ça serait différent. Mais quand tu prends juste, mettons, un facteur, je pense pas que tu peux passer à côté d'un gars, malheureusement, comme Connor McDavid. Vous savez que j'apprécie beaucoup Connor McDavid, mais je vais y aller avec rouge. Je vais y aller avec le meilleur défenseur. J'ai l'impression que mon meilleur défenseur, si c'est Cale Makar, par exemple,
peut m'amener un aspect offensif tout de même, donc qui peut être utile offensivement, mais va être très important dans ma zone. Et on le sait souvent, les dernières équipes qui ont gagné la Coupe Stanley avaient toujours au moins 1, 2 ou même l'an dernier avec les Golden Knights, 6 excellents défenseurs. Donc, j'ai l'impression que ça reste très important. Et si je pense dans la mentalité de vouloir gagner, je préfère probablement avoir le meilleur défenseur que le meilleur attaquant. Et si j'y vais côté salarial, à un certain point, c'est un petit peu moins cher le meilleur défenseur que le meilleur attaquant aussi. Donc, sur ma masse salariale, pourrait peut-être m'avantager un petit peu. Puis plus souvent, sa patinoire aussi. Aussi. Donc, j'y vais avec le meilleur défenseur. Éloi? Ben écoute, on va y aller avec la pure logique des choses. Mettons que je pars une franchise à EA Sports puis que je fais un repêchage complet, le fantasy, on repart à 0. Je repêche 100% du temps Connor McDavid. Puis je pense que dans les autres années aussi, il y a 5, 10, 15 ans, j'aurais toujours fini par repêcher un avant pour bâtir mon équipe. Donc, je pense que la réponse est là. Julien? Ouais, je vais avec le centre. Même si je t'ai donné des arguments supplémentaires pour ton choix, j'ai hésité quand même. Je suis bien content d'être le dernier à passer. Mais mise en jeu, peut rendre les autres meilleurs, peut faire des back-checks à la défensive. Les dernières équipes qui ont eu la Coupe Stanley avaient un centre dans le top 10 souvent de la Ligue nationale, la plupart du temps. On parle des Taves, on parle des Bergeron, on parle des Kopitar, on parle des l'autre là. C'est qui l'autre? Voyons avant. Ouais. Il y avait les Blues, que c'était comme pas tant. Il y avait Vegas, que Eichel a joué contre un des meilleurs centres pendant les séries. Donc, pour moi, c'est important. Encore, là, on peut revenir avec l'autre argument. Les Zeno Chara, les Pietrangelo 2 fois, avec les Blues puis avec Vegas. Tu peux... Michael McCarr avec l'Avalanche aussi, récemment. Carl McCarr, McDavid, pas McKinnon, je peux le nommer aussi. Mais à la défense, tu avais les Keith, tu avais les Seabrook, tu avais les Doughty. Écoute, les deux se valent. Je vais avec le centre, mais honnêtement, c'est difficile. Mais un peu comme Éloi, c'est sûr, quand je me porte de franchise à NHL, c'est sûr que si, mettons, j'ai le premier choix au total, c'est sûr que je prends McDavid. Mais plus bas, je vais toujours prendre un défenseur. Si j'ai pas McDavid ou McKinnon, mettons. Mais il y a une affaire aussi que je trouve quand même intéressante là-dessus, c'est que les quarts arrière en ce moment sont peut-être des défenseurs, à part Cale Makar, là, mettons des Fox, des Heiskanen, des Dahlin, des Hughes, qui est peut-être le Big Five, Big Four, mettons. Là. Eux, ils se sont rendus nulle part à part Cale Makar. Mais c'est les quarts arrière. Fait qu'est-ce que c'est ça aussi la question? T'sais, moi, Pietrangelo, c'est un de mes défenseurs préférés à vie. Mais il est moins considéré, mettons, quand il vient le temps des Norris, etc. Puis, tu sais, Edman, si tu es un quart arrière, oui, mais il est peut-être pas aussi dynamique là, que les autres. Fait que des fois aussi, c'est ça qui est tricky là-dedans, parce que Heiskanen, c'est pas le meilleur défenseur dans sa zone, mais pour la sortir, puis aider, puis à relancer l'attaque, puis prendre des minutes, il est bon, tu sais. Fait que c'est ça qui est un petit peu plus touché. Tandis que McDavid, oui, il n'y a pas de coupe, oui, ça backcheck pas, mais il est dans la conversation, pas pour le meilleur joueur de sa génération, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Fait que, il y a toutes ces affaires-là aussi qui sont touchées. Mais là, il a précisé, est-ce que tu aimes mieux un centre défenseur? Il ne parlait pas, je pense, nécessairement de, en ce moment, dans le fond, entre McDavid ou ce que toi tu considères, mettons, le meilleur défensif, c'est overall, mais je pense quand même que, à travers l'histoire, c'est les centres, là, les grosses vedettes. Puis il y en a eu des défenseurs, des excellents. Lidstrom, Bourque, Bobby Orr, tes stats, puis t'es comme, ça serait extrêmement dominant pour un attaquant. OK, il était à la défense. C'est ça. C'est... Les deux se valent. C'était un bon vert rouge comparativement aux deux premiers dans ce ben, c'est une bonne chose. Puis, juste pour votre info, depuis 2015, au niveau du trophée Conn Smythe, donc remis au joueur le joueur le plus utile des séries, 5 attaquants, 3 défenseurs et 1 gardien. Donc, quand même, ça reste quand même serré au côté attaquant et défenseur, malgré tout. Donc, ce qui est intéressant à voir. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces conquêtes-là, évidemment, on a des équipes qui ont gagné 2 fois la Coupe Stanley entre les Blackhawks et le Lightning. Et de leur côté, on a des attaquants, défenseurs. On a un peu de variation aussi
Donc, on peut voir que peu importe la position, ça dépend aussi du joueur concerné. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous mettre un nom précis parce que ça facilite le choix habituellement. Terminons avec le dans mon équipe. Donc, je suis remonté très loin au repêchage de 1998. Donc, 2 joueurs de la même équipe. Donc, au final, l'équipe a été chanceuse, a mis la main sur les deux. Mais lequel choisiriez-vous au terme de sa carrière? Vincent Lecavalier ou Brad Richards? Donc, en termes de statistiques, ça se ressemble quand même pas mal. Même, j'étais agréablement surpris de voir que Brad Richards, en moyenne de points par match, est supérieur à Vincent Lecavalier, a simplement joué moins de rencontres. Au niveau du différentiel, les deux, ça a été plus dur, mais Richards un petit peu mieux de ce côté-là. Évidemment, sur le point de vue individuel, un Maurice Richard pour Vincent Lecavalier, un King Clancy et un Conn Smythe pour Brad Richards et un Lady Byng. En termes de performance en série, évidemment, Richards a joué beaucoup plus de matchs. Donc, en termes de points, par contre, par match, ça se ressemble beaucoup entre les deux. Donc, je vais commencer avec toi, Marc-Antoine. Qui choisis-tu entre les deux? Écoute, dans l'ensemble de la carrière, les pics sont moins hauts pour Richards, mais il est plus stable, plus constant. Mais si ma mémoire est bonne, parce que j'ai quand même justement 25 ans, là, quand ils ont gagné la Coupe Stanley à Tampa Bay, le premier centre, c'était le Cavalier. C'est lui qui avait la grosse partie de la tâche, non? Mais le Conn Smythe était à Richards. C'est son Conn Smythe à Tampa Bay. C'est clair, mais c'est clair que quand tu joues contre la première ligne de l'autre côté, c'est pas la même game quand tu joues contre la deuxième ligne, parce qu'on s'entend, Brad Richards, c'est calibre premier centre. Là, fait que, écoute, c'est des joueurs que moi, j'ai vu jouer quand même dans leur prime. Et après ça, j'ai vu leur décrépitude. Là, je pense que les deux se sont fait racheter leur contrat, ou du moins, je sais que le Cavalier était sur comme un contrat d'1 an, 2 ans. Oh, les blessures. Bon, ça a tiré de la patte un peu. Ça a quand même été long, le Cavalier, avant que ça parte. Mais le moment entre le début qui a été mollo puis la fin qui a été mollo, le centre de ça, là, quand il était capitaine, quand il a joué avec Saint-Louis, la Coupe Stanley, les deux côtés de la patinoire. Écoute, à un certain point, on parlait là, d'échanger Price, Pacioretty. Bon, moi, honnêtement, c'est une préférence personnelle, mais je pense pas que tu te trompes avec un ou l'autre là, dans leur prime. Ça serait comme mon angle, parce que l'ensemble de la carrière, malheureusement, je ne les ai pas assez vu jouer quand il était plus jeune. Là. Fait que moi, j'irais avec le Cavalier à ce moment-là. Ouais. J'y vais aussi avec le Cavalier pour justement le moment qui a été le plus haut. Puis, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui doit repêcher un des deux au premier rang, c'est sûr qu'avec le Cavalier, tu avais le joueur vedette, puis c'est pas pour rien qu'il était le premier choix. Tu avais le gros joueur qui peut te marquer des buts. Puis dans ses meilleures saisons, ça a vraiment été exceptionnel. En termes de longévité, donc c'est sûr que si je voulais avoir un joueur que je garde pendant une quinzaine d'années et qui soit toujours sur mes deux premiers trios, j'opterais pour Richards. Mais j'ai l'impression que peut-être le Cavalier peut peut-être être plus un game changer qu'un Richards, et tout dépendant évidemment du moment de sa carrière, mais dans son pic de la carrière, je pense que je préfère le Cavalier aussi. Éloi? Ouais, moi aussi, je dirais que le Cavalier, justement, parce que je pense que ses statistiques ont été négativement affectées par peut-être les 4-5 dernières saisons de sa carrière, mais quand tu repêches quelqu'un, c'est pas pour ce qu'il va te donner rendu à 33, 35 ans. C'est pour ce qu'il va te donner dans les 8-10 prochaines années, idéalement. Puis ça, c'était le Cavalier, c'était le gars, c'était le numéro 1. Richard est excellent aussi, évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que en regardant ces stats-là des 8-10 premières saisons là, avec Tampa, il faut y aller avec Vincent Lecavalier, qui était vraiment, vraiment là, une coche au-dessus. Quand il était à Tampa, il a vraiment amené cette équipe-là à un autre niveau. Là. Julien? Ouais, je vais y aller avec le Cavalier. Parce que c'est ça, sur une plus courte période, il a amené son équipe plus haut. Richards, il a de ce Coupe Stanley, c'était avec le Cavalier, mais l'autre, je pense, c'était avec Chicago, puis il avait un rôle un peu plus secondaire. Puis c'est un excellent joueur. Brad Richards, là, je me suis dit, je l'aimais beaucoup. Il faisait tout bien. C'est vraiment dur, mais ouais, je vais y aller avec le Cavalier. Je pense que c'est ça. C'est plus un game changer. Le temps qu'il était là, il a été bon moins longtemps, mais meilleur. Puis, c'est ça, quand tu as un DG, tu sais, tu as une fenêtre anyway, qui dure souvent 5, 6, 7, 8 ans. Là, si tu l'étires bien comme il faut, fait que t'es mieux d'avoir un meilleur joueur pendant là, puis après ça, qui décline complètement, comparativement à l'autre qui reste, pas grave, tu vas être en construction. Fait d'un point de vue DG, ouais, je pense que je vais y aller avec Vincent. Guillaume?
Même chose, moi, c'est un joueur que j'ai grandi, que j'ai vu jouer en grandissant. Puis, tu sais, comme que tous les gars ont dit, c'est un gars qui a eu tellement de succès avec Tampa Bay, qui a gagné la Coupe, qui a été un joueur super important aussi pour le Canada. Puis, tu sais, peut-être s'il n'y avait pas eu, dans le reste de sa carrière à Philadelphie, puis à Los Angeles, peut-être que les gens se seraient plus rappelés vraiment de tout ce qu'il avait accompli à Tampa Bay et tout, alors que Richards, lui, a quand même eu du succès à Dallas et à New York par après à ce niveau-là. Là. Donc, peut-être pour ça, il y a peut-être c'est un argument aussi en fait préaller du côté de Richards, disant qu'il était quand même assez versatile, qu'il a été en mesure de s'adapter à n'importe quelle équipe qu'il a été. Mais moi, je mettrais Cavalier. Personnellement, là, ça a été un joueur que j'ai vraiment aimé pouvoir jouer. D'ailleurs, il y a un fait avec le Cavalier, on parlait des livres, je fais juste un petit lien vite. Si c'était pas de Brunet, j'ai un blanc de mémoire, son prénom à RDS. Benoît. Si c'était pas de Benoît Brunet, le Cavalier s'en venait pas à l'Océanique de Rimouski, il s'en allait en NCAA. Et c'est quand il y a eu une discussion avec sa mère, elle a dit « Qu'est-ce que vous allez faire pour mon fils? Vous savez, c'est une grosse vedette à Canambert épais. » Puis Benoît Brunet a carrément répondu « Ça va aller au mérite. » S'il se traîne les pieds, il n'y aura pas plus de minutes. Puis en jouant ça de manière très mérite, puis d'être un peu raide comparativement à tous les autres entraîneurs de la Ligue majeure du Québec, à la fin de la discussion, sa mère a dit à son père « ça fonctionne ». Et son père a transmis l'information à Benoît Brunet, puis ils ont appris que, ouais, finalement, c'est une des raisons qui a été à l'Océanique de Rimouski, c'est à cause du pitch de vente de Benoît Brunet, qui avait pris le temps de se déplacer pour aller voir sa famille à l'île Bizarre, alors que lui, il n'est pas du tout du coin. Et en plus, c'est une des raisons que Brad Richards, qui est le même année de repêchage, a décidé d'aller à Rimouski parce que lui, qui est un gars là, de la Nouvelle-Écosse, lui, il aurait pu aller aussi à l'université ou juste faire Mousse Halifax, un peu comme McKinnon avec Bécomo. Faire moi, ça ne m'intéresse pas, je veux vraiment pas. Mais là, tu sais que tu vas jouer avec probablement le prochain premier au total. Fait que ça a été un peu la petite histoire. Mais en tout cas, un petit lien comme ça là, avec Histoire de Junior, là, le livre de Matthew Vachon. J'avais appris là, puis en tout cas, c'est un petit. Voilà. Ouais, puis c'était Gaston Terrien, je pense, le coach de l'Océanique en temps. Gaston Terrien, excuse-moi, c'est pas Benoît. Exactement. Mm-hmm. Ouais, exactement. Puis, de mémoire, ça avait fait un gros tollé au repêchage parce que c'est l'Océanique qui repêchait un 3e ou 4e et n'avait pas annoncé que Vincent Lecavalier avait dit oui à leur équipe. Donc, des équipes ont passé par-dessus lui plutôt que de le repêcher puis d'échanger ses droits. Donc, non, c'est comme tu dis, des histoires de juniors, c'est vraiment ça.